Union soviétique, 1944. L'armée rouge achève la libération de son territoire occupé par les nazis. Les Allemands détruisent tout dans leur retraite. Été 1944. Hitler, dans son quartier général à l'Est, la tanière du Loup, ne s'avoue pas vaincu. Il garde sa foi dans la victoire finale. Pourtant, les alliés américains et britanniques ont réussi leur débarquement en Normandie. Le second front, réclamé par Staline. Les soviétiques se préparent à envahir l'Allemagne. Leningrad est sauvé. Après un siège de 900 jours et près de 2 millions de morts civils et militaires. Les prisonniers allemands sont confrontés aux survivants. Mais les réactions ne sont pas partout les mêmes. À Moscou, le 17 juillet 1944, 57 000 prisonniers allemands défilent. Dans la foule des spectateurs moscovites, le jeune Romanchenko dit « Nous avons vu les Allemands de près. Le plus étonnant était le silence. Nous ne disions rien, les Allemands non plus. » Gamina Bouravleva dit « J'ai vu des gens pleurer. J'ai entendu une vieille dame dans la foule qui disait « Mon Dieu, ce sont les mêmes que nos pauvres enfants. » En faisant aussi défiler 1000 officiers et 20 généraux allemands, Staline veut montrer sa puissance à ses alliés et à son peuple. Staline veut-il devenir le maître du monde ? Juillet 1944. Les orgues de Staline anéantissent les défenses allemandes. La mobilité de l'armée rouge est stupéfiante. Les Américains ont donné à Staline les moyens financiers, l'acier, les métaux rares pour construire 55 000 chars T-34, parmi les plus performants de la guerre. Des centaines de milliers de camions, des jeeps, des véhicules blindés. Les Soviétiques avancent en Pologne jusqu'à Varsovie, mais reçoivent l'ordre de Staline de s'arrêter. Varsovie, 1er août 1944. La résistance polonaise déclenche un soulèvement contre les Allemands pour libérer la ville avant l'arrivée de l'armée rouge et ne pas tomber sous la domination soviétique. En 1939, Staline s'était déjà partagé la Pologne avec son allié d'alors, Hitler. À Katyn, Staline avait fait exécuter 20 000 officiers polonais prisonniers pour se débarrasser des élites qui lui étaient hostiles. En 1944, il interdit de porter assistance aux résistants polonais.
il ne fait rien pour aider les Alliés qui tentent de parachuter des armes aux insurgés. Il les laisse massacrer par les SS, qui détruisent complètement la ville. Le maréchal Zhukov écrit dans ses mémoires « Staline m'a dit, nous ne pouvions pas permettre une Pologne bourgeoise à nos frontières. L'armée rouge prend Varsovie, ou ce qu'il en reste, puis occupe toute la Pologne. » Dans leur avance, les soldats soviétiques découvrent l'horreur nazie. Le camp d'extermination des Juifs, à Majdanek. L'écrivain russe Vassili Grossman, alors correspondant de guerre, assiste à la libération du camp. Il commence par rechercher sa mère, dont il est sans nouvelles depuis juin 1941. Les rares survivants ne lui laissent pas d'espoir. Les cendres de sa mère ont dû servir d'engrais pour les cultures de choux des SS. Grossman va découvrir l'étendue du crime nazi. Belzec, Sobibor, Treblinka. Grossman révèle au monde, avec son article « L'enfer de Treblinka », ce que fut la liquidation des Juifs par les SS, alors que se rapprochait l'armée rouge. Grossman écrit « Trouverons-nous, en nous, la force de réfléchir sur ce que ressentaient, durant leurs dernières minutes, les hommes et les femmes qui se trouvaient dans ces chambres à gaz, effroyablement entassés, au point que leurs os se brisaient. Quelles images passaient devant leurs yeux? L'enfance, les jours heureux, la conscience s'obscurcit, la minute ultime de l'affreux supplice est venue. » L'historien Anthony Bivor écrit « Grossman comprit très vite que les autorités soviétiques n'appréciaient pas ces rapports sur ce qui sera appelé l'Holocauste. La ligne stalinienne refusait de créer des catégories dans la souffrance. Les victimes du nazisme sur le sol soviétique recevaient la qualification de citoyens de l'Union soviétique. Le mot juif n'apparaissait jamais dans les rapports officiels sur les atrocités, même sur les cadavres portant l'étoile jaune. La position de Staline sur les crimes de guerre était ne pas diviser les morts. Pour Staline, le peuple soviétique a autant souffert que les Juifs. Ukraine, 1944. Staline veut cacher l'implication des Ukrainiens dans le crime antisémite et leur collaboration en masse avec les Allemands pendant la Grande Guerre patriotique. Les Ukrainiens, victimes dans le passé de famines organisées par les bolcheviks, fournirent des combattants aux côtés des Allemands dans la Légion ukrainienne, l'armée de libération de l'Ukraine ou la 14e division ukrainienne de la Waffen-SS. L'épuration est dirigée par un Ukrainien, Nikita Khrouchtchev, qui n'hésitera jamais dans la terreur de masse et dans le dévouement à Staline. Khrouchtchev se plaint du retour des Juifs qui ont miraculeusement échappé au massacre. Leurs maisons sont occupées par des Ukrainiens. Khrouchtchev dit « Tous ces Abramovitch envahissent mes terres comme un vol de corbeaux. » Staline était-il antisémite? C'est d'abord un politique. Son attitude est floue. Elle change selon les époques et les circonstances. Il n'hésitera pas à faire envoyer au goulag la femme de Molotov, avec les autres membres du comité antifasciste juif, créé en 1942 pour influencer l'opinion publique internationale.
Il s'acharnera sur les médecins juifs, trop en relation avec l'étranger. Mais il gardera toujours auprès de lui Lazar Kaganovitch, surnommé le dernier juif de Staline. L'antisémitisme de Staline était un mélange de vieux préjugés, de méfiance nationaliste vis-à-vis d'un peuple réputé apatride, de soupçons envers ses ennemis, souvent juifs. À Yalta, Staline dira à Roosevelt « Les Juifs sont des profiteurs et des parasites ». 15 ans plus tôt, en 1929, il crée, dans l'extrême-orient soviétique, le Birobidjan, région autonome juive. Sa langue officielle est le yiddish, préféré à l'hébreu, considéré comme trop religieux. Sous prétexte de peupler cette région inhospitalière et de promouvoir l'agriculture, il s'agit bien de déportation. « 1930, Staline règne. Mais il arrive tout juste à contrôler le pays. Il se sent entouré d'ennemis qu'il traque avec sa police politique. Rien ne doit freiner l'utopie. Transformer la Russie en un immense champ peuplé de paysans, devenus des ouvriers de la terre. Fini les isbas et les fermes ancestrales. Ils vivront en communauté, dans les kolkhozes. Ils produiront les millions de tonnes de blé vendus par l'État pour acheter les machines qui fabriqueront les tracteurs, les chars, les avions. Ainsi, l'Union soviétique rattrapera en 5 ans un retard de 100 ans, dit Staline. C'est son premier plan quinquennal. Mais Staline se heurte immédiatement aux paysans. Ils refusent de perdre leurs terres. Ils refusent la collectivisation. Staline leur fait donner un surnom infamant. Koulak, profiteur, exploiteur. Et il fait préciser le terme de koulak. Tout fermier qui a des salariés, qui possède un moulin, une fromagerie, une sécheuse de pommes de terre, des machines agricoles à moteur et du bétail. Une définition si vague qu'elle ouvre la voie aux dénonciations, aux règlements de compte, au viol. La police se déchaîne contre ceux qui tentent de cacher leurs réserves de grains. La résistance des paysans est telle que le pouvoir mobilise 27 000 dékoulakisateurs, des militants communistes venus des villes et une horde misérable de journaliers payés en part de butin. La police de Staline envoie un rapport. On ôte aux paysans leurs vêtements d'hiver et leurs sous-vêtements chauds. On s'empare des chaussures. On confisque jusqu'aux petits oreillers placés sous la tête des enfants et toutes les icônes religieuses pour les brûler. Staline veut entraîner toute la population dans la croisade contre les paysans en encourageant la délation. La propagande diffusée dans les salles de cinéma montre une jeune tatar de Crimée, Olga Balikina, célèbre pour avoir accusé son père de voler du blé dans son kolkhoze. Félicitée par le parti, elle est fêtée par les pionniers, les 9-14 ans, et les komsomols, les 15-18 ans, organisation de masse créée par Lénine. Olga dit « J'ai agi comme tous les pionniers doivent agir ». En faisant le salut des pionniers, elle récite « Staline, tu es plus haut que les espaces célestes. Staline, tu es plus lumineux que le soleil. » Dans tous les villages, les statues de Pavel Morozov glorifient celui qui est appelé le pionnier héros numéro 001 de l'Union soviétique.
Selon la légende, forgée par la police, il aurait dénoncé son père, hostile à la collectivisation, et son oncle l'aurait assassiné à 14 ans. « 2 millions de paysans ont été envoyés défricher la Sibérie. 300 000 autres déportés au goulag. Et 300 000 exécutés. » Kalinin, censé représenter les paysans auprès de Staline, n'ose pas lui dire qu'il reçoit des milliers de suppliques. Comme celle-ci. Les Blancs nous dépouillaient, mais au moins, ils nous laissaient vivre. La guerre civile avait entraîné les famines de 1918 et 1921. La famine, organisée par Staline dès le début des années 30, est la plus catastrophique, surtout en Ukraine. 5 millions d'êtres humains meurent de faim. La doctoresse Margarita Pogrebitskaya témoigne. En ukrainien, on a appelé la famine Holodomor, extermination par la faim. On leur avait tout pris. Tout confisqué jusqu'à la dernière miette. Une mère a tué un de ses enfants à coups de hache pour le faire cuire et le donner à manger aux autres. Et personne ne posait de questions. Nadejda, la femme de Staline, est la seule à lui parler du malheur du peuple russe. Ils sont souvent séparés maintenant. Elle a repris ses études à Moscou. Staline, lui, affectionne de longs séjours à la campagne. Son chauffeur est Nikolaï Vlasik, policier et photographe de l'intimité du tyran. Alors que les membres du Politburo affectionnent comme Lénine les Rolls, Staline préfère une voiture américaine de luxe, la Packard. Il se fera construire une vingtaine de datchas, des villas somptueuses réparties dans toute la Russie selon les saisons. Il y est heureux. Il chante sans arrêt des airs d'opéra. Il dirige le pays par télégramme, par des lettres précises, et en convoquant ses collaborateurs. Pendant que son peuple agonise de faim, il pêche la truite et lit beaucoup. Il a une bibliothèque de 20 000 livres. Il est capable de citer la Bible ou Bismarck, modèle politique allemand de nationalisme. Il trompe sa femme avec sa coiffeuse, qui le rase tous les matins. Il joue au gorodki, variante russe de la pétanque, avec ses complices. Son passe-temps favori, c'est de planter des arbres, des citronniers, des orangers. Sur les photos, apparaît maintenant, souvent, un policier. Il s'appelle Lavrenti Beria, un Géorgien comme Staline. Il s'est fait remarquer par sa cruauté et son sadisme exceptionnel. Il se rapproche de plus en plus de Staline, qui le nommera chef du NKVD, le nouveau nom de la toute-puissante police politique. Staline le présentera à Roosevelt en 1945 à Yalta comme notre Himmler à nous. Nadejda craint Beria. Elle le déteste. Quand il est là, elle retourne à Moscou. Elle écrit à Staline. Elle ose évoquer les queues devant les magasins vides. Ce qu'elle n'ose pas dire, ce sont les paysans qui ont fui vers la ville et qui meurent de faim dans les rues. Nadejda, femme généreuse et pleine d'idéal, ne reconnaît plus celui qu'elle a appelé le révolutionnaire indomptable, l'homme nouveau. Elle lui dit
un bourreau. Voilà ce que tu es devenu. Nadejda, le 7 novembre 1932, défile avec les étudiants de l'Académie industrielle de Moscou pour le 15e anniversaire de la Révolution. Staline, à la tribune sur le mausolée de Lénine, semble particulièrement tendu. Juste après l'armée, la police est à l'honneur. Un grand banquet clôt les festivités au Kremlin. Nadejda est découverte dans la chambre conjugale, morte d'une balle dans le cœur, un pistolet à la main. Elle avait 31 ans. La police conclut aussitôt au suicide. Le bruit se répand que Staline l'a tuée après une violente dispute. Elle a droit à des obsèques solennelles. Staline n'est pas là. Le suicide de Nadejda, présenté ensuite officiellement comme une crise d'appendicite, apparaît, au-delà du désespoir, comme un acte politique de défi envers Staline. D'autres morts vont s'accumuler. Les artistes, qui avaient cru que la révolution leur apporterait la liberté créatrice, se voient imposer par Staline la doctrine officielle du réalisme socialiste. Tous, peintres, musiciens, poètes, écrivains, que Staline appelle les ingénieurs de l'âme, doivent exalter le travail, la famille et la patrie, et surtout la gloire de Staline. Ceux qui ne sont pas en prison ou en exil tentent encore de résister. Ossip Mandelstam, le plus grand poète russe de cette époque, est arrêté et meurt de faim et de froid au goulag. Il avait écrit « Le montagnard du Kremlin ». Ses doigts sont gras comme des vers. Des mots de plomb tombent de ses lèvres. Sa moustache de cafard nargue. Chaque mise à mort est une fête. Et vaste est son appétit. Dans les appartements communautaires, confisqués aux bourgeois, où s'entasse une famille par pièce, chacun a peur de l'autre. Le grand écrivain russe Mikhaïl Bulgakov a décrit ce temps avec son humour sinistre. Et voilà que commencèrent à se produire des faits inexplicables. Des gens disparaissaient de cet appartement sans laisser de traces. Une fois, un policier se présenta, fit appeler un locataire et lui dit de passer au commissariat juste pour 1 minute. Il ne revint jamais. Un second locataire disparut un lundi. Le matin, comme d'habitude, une voiture était passée le prendre pour l'amener à son bureau. Elle ne revint pas. Vassili Nikolaïev raconte son passage en prison. Il y avait surtout des gens simples. Un étudiant qui avait écopé de 10 ans de camp pour avoir raconté une histoire drôle. Un chauffeur routier, il était là parce qu'il ressemblait à Staline. Un coiffeur qui n'avait pas sa carte du parti. Le chef d'une laverie qui, lui, avait sa carte. Et aussi un vieux qui se réjouissait et nous disait « Je suis tellement content que vous, des communistes, soyez aussi en prison et que vous n'y compreniez rien, comme moi. » Dans toute l'Union soviétique, les wagons-prisons n'ont jamais transporté autant de déportés vers le goulag. Marina Isaïtchik dit « Il y avait un trou dans le plancher, et pour les gros besoins, un seau derrière un drap. » Le voyage a duré 7 jours. On dormait sur le sol. On nous a débarqués au fond de la taïga. Très vite, on a commencé à avoir le scorbut. On perdait les dents.
On construisait. On faisait tout à la main. Attends. Supporte. Attends. Sois patiente. Les centaines de camps du Goulag, baptisés camps de travail correctif, deviennent un énorme réservoir de main-d'œuvre gratuite pour les projets pharaoniques de Staline. Comme, en 1932, le canal pour relier la Baltique à la mer Blanche, le Bielomor Canal. 300 km à travers des montagnes de granit, creusées à la main. Au son d'orchestre de déportés. Sur le Bielomor Canal, les cadences de travail sont infernales. 30 000 déportés meurent d'épuisement. Membre du Parti communiste français, Louis Aragon écrit « J'applaudis ce principe du recyclage humain, cette science prodigieuse de la rééducation de l'homme. La propagande soviétique montre un exemple de rééducation. Les déportés travaillant sur le canal ont été rassemblés pour être filmés sous l'œil vigilant de la police du camp. Pour aller plus vite, le chef de la police politique, Yagoda, impose aux ingénieurs déportés de réduire la profondeur du canal, ce qui va interdire toute navigation. Seuls pourront s'y risquer les rares bateaux de plaisance de l'URSS, comme celui de Staline, qui vient quelques heures manifester son mécontentement. Il décide de faire construire plus tard un meilleur canal, puisque la main-d'œuvre est inépuisable. Il faut déjà achever d'autres projets grandioses, comme le barrage géant du Dnieprostoï, ou l'immense combinat métallurgique de Magnitogorsk. Mais Staline a une idée qui surpasse toutes les autres. Construire un temple pour le peuple. Où se réunit tous les jours le peuple? Dans le métro. Staline veut doter sa capitale du plus beau métro du monde. Le réalisme socialiste s'applique aussi aux cinéastes soviétiques. Le chef du chantier, c'est Lazar Kaganovitch. Il proclame : le métro de Moscou fait partie de notre lutte pour une société plus humaine, pour les droits de l'homme, contre l'esclavagisme. Notre métro de Moscou est précieux, pas seulement parce qu'il est de marbre. Dans chaque morceau de ce marbre transparaît notre travail socialiste, notre sang, notre amour, notre lutte pour l'homme nouveau et pour la société socialiste. C'est Kaganovitch qui a inventé le mot stalinisme en disant « On continue de parler de Lénine et du léninisme. Mais Lénine nous a quittés il y a bien longtemps. Vive le stalinisme !» Selon l'historien Simon Sebag Montefiore, Staline est, pour Kaganovitch, le Robespierre de la Russie.
la terreur et le goulag sont la principale activité du Politburo. Les soviétiques, gorgés de propagande, adhèrent au régime en vivant mal, mais avec de l'espoir. Igor Poglassov raconte. On avait nos rituels à nous, nos virées en kayak, nos nuits sous la tente, nos chansons autour des feux de camp. Comment ne pas croire à notre rêve révolutionnaire? Notre fils s'appellera Octobre et notre fille Stalina. « 30 janvier 1933. Les soviétiques apprennent par de longs articles de la Pravda qu'en Allemagne, le chef du Parti national-socialiste, en abrégé nazi, Adolf Hitler, est devenu chancelier, c'est-à-dire Premier ministre. Quelques jours plus tard, le 10 février 1933, au Palais des Sports de Berlin, sous le slogan « Libérons l'Allemagne du marxisme », Hitler rappelle que son ennemi principal est le communisme. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. À Moscou, Staline ne peut pas ignorer la menace d'un conflit armé avec Hitler. « 26 janvier 1934, 17e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Khrouchtchev, comme les autres staliniens, l'appelle le congrès des vainqueurs, parce que Staline annonce des résultats faramineux. Le plan quinquennal est réalisé avec 1 an d'avance. La production industrielle a doublé. L'Union soviétique a échappé à la grande crise qui vient de secouer l'Europe et les États-Unis. Tous les chiffres sont faux, mais l'euphorie est générale. Pourtant, cette grand-messe communiste restera dans l'histoire sous ce nom, le Congrès des fusillés. Car il réserve une mauvaise surprise à Staline. Celui qui est encore le plus proche de lui, Sergueï Kirov, lui révèle que certains délégués l'ont contacté en secret pour le remplacer. Et 300 des 1200 délégués, inquiets de la concentration totalitaire du pouvoir d'un seul homme, votent contre Staline. Il fera exécuter ou envoyer au goulag 1108 communistes participant à ce congrès dans les années qui vont suivre. À Berlin, Hitler, lui aussi, purge le parti nazi. C'est la nuit des longs couteaux. Pour se concilier l'armée et les milieux d'affaires, il fait assassiner les soudards qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. La violence et la rapidité d'exécution du Führer impressionnent à Moscou. Staline dit à ses proches « Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne? Un sacré type ce Hitler. Cela demande du savoir-faire. Voilà comment il faut traiter ses adversaires politiques. » « 7 novembre 1934. Pour l'anniversaire de la Révolution, Staline monte sur le mausolée de Lénine avec Kirov. Ce sont les dernières images de son complice, le chef bolchevique de Leningrad, son compagnon de chasse. Kirov est abattu le 1er décembre 1934 à Leningrad par, officiellement, un mari jaloux. La mort de Kirov déclenche une terrible réaction en chaîne.
Staline se sent menacé par une résistance intérieure. Il déclare la guerre à son peuple. Il plonge son pays dans une longue nuit qui va culminer en 1937 avec la Grande Terreur, un délire meurtrier qui fera 700 000 morts en un an. Staline, qui semble prier, profite de ce drame pour accuser ses ennemis d'un gigantesque complot, de tentatives d'assassinat contre lui et les autres membres du gouvernement. Il traque les trotskistes, les opposants réels ou supposés, même les plus grands héros de la Révolution, comme Nikolaï Boukharine, que Lénine appelait pourtant l'enfant chéri du parti. Staline organise des simulacres de jugement à grand spectacle qui resteront dans l'histoire sous ce nom, les procès de Moscou. Les accusés ne sont pas montrés. Ils sont en trop mauvais état, malgré les efforts des médecins de la prison de la Loubianka, où ils ont été torturés. Par contre, l'accusateur, Andrei Viginsky, est abondamment filmé. Viginsky sera après la guerre représentant permanent de l'Union soviétique au Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, son réquisitoire est conforme à la méthode stalinienne. Les procès de Moscou secouent les opinions publiques du monde entier. L'écrivain français André Breton, créateur du mouvement surréaliste, dit « Un malheur effroyable frappe le socialisme, bafoué par la macabre mise en scène du procès. Staline est le grand instigateur, le faussaire, le plus inexcusable des assassins. Dans les usines, ouvriers et ouvrières sont mobilisés pour exiger le châtiment des coupables. Le 11 mars 1938, les accusés sont tous condamnés à mort. 98 membres du comité central du Parti communiste, les principaux responsables de la police, avec leur chef, Yagoda, une grande partie de l'état-major de l'armée rouge, avec, à sa tête, le maréchal Toukachevski. Et ceux qui ont permis à Staline de prendre le pouvoir, Boukharine, Kamenev, Zinoviev. Boukharine écrit à Staline « Koba, à quoi ma mort va-t-elle te servir ?» Kamenev demande à Staline, qui l'avait sauvé 20 ans plus tôt, « Sais-tu ce qu'est la reconnaissance ?» Staline répond, « C'est une maladie de chien. » Les condamnés sont exécutés immédiatement. La moscovite Nina Poglazova dit « On vit dans un monde soviétique où il n'y a qu'une seule règle du jeu. Et tout le monde joue selon cette règle. Il est debout sur la tribune, il ment, tout le monde applaudit, mais tout le monde sait qu'il ment. Et lui, il sait qu'on le sait. Mais il débite ses mensonges, et il est tout content qu'on l'applaudisse. » Svetlana Alexievitch rapportera
Ma génération a grandi avec des pères qui revenaient soit des camps, soit de la guerre. La seule chose dont ils pouvaient nous parler, c'est de la violence. Ils ne disaient pas grand-chose. Ils buvaient. Cela finissait par les tuer. Ceux qui n'avaient pas été arrêtés avaient tout le temps peur de l'être. Et s'ils n'avaient pas été arrêtés, alors ils se posaient des questions. Pourquoi arrête-t-on tout le monde et pas moi ? Margarita Pogrebitskaya dit « Nous aimions notre patrie, d'un amour sans limite. C'était la plus belle des patries. La première automobile soviétique, hurrah! Un ouvrier illettré a découvert le secret qui empêche l'acier de rouiller. Quelle victoire! Le monde entier connaissait déjà ce secret depuis longtemps. Mais cela, on ne l'a appris que plus tard. Nous allons être les premiers à survoler le pôle Nord. Nous allons détourner des fleuves gigantesques, irriguer des déserts éternels. » Staline entreprend la construction d'un nouveau Moscou, qui sera la vitrine du socialisme. Comme Hitler et Mussolini, il veut du romain, du géant. Une tour de 500 mètres surmontée d'une statue de Lénine. Il commence par détruire le centre historique et surtout religieux. Du passé, faisons table rase. Staline fait marcher sa machine de propagande à plein régime pour fabriquer des héros du travail, comme le mineur Alexis Stakhanov. C'est le plus grand mineur de tous les temps. Il extrait 14 fois plus de charbon que les autres, 100 tonnes en une journée, ce qui est impossible, mais donne naissance au mouvement stakhanoviste. Comme la jeune Ukrainienne Maria Demchenko. Elle est censée avoir ramassé 1 tonne de betteraves par jour. Staline lui dit « Tu peux pas aller jusqu'à 2 tonnes ?» Elle lui répond « Je peux même faire plus, camarade Staline. » Ou la petite Tadjik, Mamlakat Nakangova, qui a récolté une montagne de coton tout en continuant à apprendre à lire. Staline revêt alors le costume national tadjik pour inciter les peuples d'Asie centrale à dépasser, eux aussi, toutes les normes. Dépasser, c'est le rêve de Staline. Dépasser l'Amérique, qu'il admire tant. Tous ces exploits stakhanovistes sont de pures inventions. L'industrie soviétique entre dans l'ère du mensonge. Affolés par la terreur, ouvriers et responsables d'usines, menacés s'ils ne remplissent pas les quotas, mentent sur tout. Sur la qualité, la quantité, la fiabilité, le rendement. Le dernier acte de la terreur se joue à Mexico en 1940. Trotsky finit par croire qu'il est à l'abri. Il continue inlassablement à écrire, à dénoncer, dans ses livres, le stalinisme. Le 20 août 1940, Staline lui fait défoncer le crâne par l'un de ses agents secrets. Mais Trotsky porte lui-même une part de responsabilité dans le stalinisme, comme le souligne l'historien Boris Souvarine. Souvarine écrit « Trotsky a contribué à forger avec Lénine le mythe néfaste de la dictature du prolétariat, au mépris des idées réelles de Marx, invoquées à tort et à travers. Ils ont fait preuve d'une inconscience qui a livré à Staline tous les leviers de commande. » Staline est hanté par le spectre de la guerre. 1941. La menace se précise.
La défaite soudaine de la France face aux blindés allemands lui fait mesurer le retard de ses propres forces armées. Il lui faut gagner du temps. Mais Hitler attaque le premier, le 22 juin 1941. 4 ans plus tard, 1945, l'armée rouge entre dans Berlin. La jeune Aglaïa Nesterouk est sergent radio. Elle raconte. Notre terre natale était libérée. On mourait désormais pour une terre étrangère. On nous expliquait qu'il fallait achever l'ennemi. Tout le monde comprenait bien. Mais c'est si triste de mourir. Mais nous allions enfin comprendre comment était leur terre, leur maison. La première chose qui nous a étonnés, c'est la qualité des routes. Puis la taille des fermes, les beaux rideaux, les nappes blanches, la vaisselle de luxe. Pourquoi ont-ils eu besoin de faire la guerre s'ils vivaient aussi bien? Chez nous, trop de gens vivaient dans des huttes de terre battue. Nous passions des jours sans rien manger ni boire de chaud. Nous dormions sur la paille. Alors que chez les Allemands, nous trouvions du café encore chaud et des draps blancs. Les Russes trouvent aussi des suicidés, par peur des représailles et des viols. « 9 millions de soldats soviétiques sont morts. 10 millions ont été blessés. 3 millions resteront invalides. Leurs parents, leurs enfants aussi ont disparu. 20 millions de civils ont été tués. Le peuple soviétique a donné un sens nouveau au mot sacrifice. Il s'est totalement mobilisé pour sauver le monde du nazisme. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker. Il a fait 70 millions de morts. Le drapeau de Staline flotte sur le Reichstag, le Sénat en ruine, le symbole de l'Empire allemand. « 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. C'est le peuple soviétique qui a gagné la guerre. Mais c'est Staline qui est, pour le monde entier, le vainqueur. Le 12 août 1945, sur la place Rouge à Moscou, Staline organise une immense parade sportive. Plusieurs milliers d'athlètes sont venus de toute l'Union soviétique, surtout des femmes. Les hommes sont morts. Le rituel a repris. De la montée au-dessus du tombeau de Lénine des dignitaires du régime, accompagné cette fois d'un étranger, honneur rarissime. C'est le général américain Dwight Eisenhower qui avait commandé en chef les forces alliées et organisé le débarquement. C'est pour lui, pour l'éblouir, pour impressionner l'Amérique, bientôt désigné comme l'ennemi impérialiste, que Staline va faire défiler ce qui reste de sa jeunesse pendant 5 heures.
Personne peut-être n'a mieux défini Staline que le général de Gaulle, qui l'avait rencontré à Moscou en 1944. Dans ses mémoires de guerre, de Gaulle écrit « Staline était possédé de la volonté de puissance, rompu par une vie de complot, à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout, chez lui, était manœuvre, méfiance et obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre, lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. »